Bonjour à tous, moi c'est Khalil Aboud et je vais t'accompagner aujourd'hui par Hassan pour parler d'immobilier. C'est la troisième épisode, je pense, de Pods, Ouais, c'est le le troisième. troisième. Premier crypto, deuxième NFT, maintenant c'est l'immobilier. Donc on va parler d'immobilier accompagné de deux invités, Catherine puis Manal. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Allô? Donc juste avant de commencer ce troisième épisode du podcast de Polyfinance, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour nous, puis pour les listeners? So basically, Cathy, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, en fait, je suis étudiante finissante en génie chimique. Je suis également membre de Polyfinance dans le pôle financement et je m'intéresse beaucoup à l'immobilier ces temps-ci. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir vous en parler. Et toi, Manan? De mon côté, je me présente, mon nom est Manal, je fais partie de Polyfinance dans le pôle mandat. Comme Cathy, je suis finissante en génie chimique et puis je m'intéresse beaucoup dans l'immobilier depuis les dernières années pour plusieurs raisons. Mes parents ont déjà eu plusieurs biens immobiliers ici au Canada, mais également à l'étranger. Et voir leur expérience à travers des propriétés résidentielles, mais également des commerces, me pousse à devenir une investisseuse aussi d'ici quelques années. Bon, ben, Intéressant. ouais, mais tu sais, dans le fond, l'immobilier, mais qu'est-ce que c'est l'immobilier? En immobilier, on parle de bien immobilier. C'est un bien fixe, c'est un fonds de terre et ça peut être incorporé selon différentes formes. On parle d'immobilier selon, ça peut être des maisons, des logements, des multilogements, mais on parle aussi d'immobilier pour tout ce qui a rapport avec les commerces. Un lave-auto est un bien immobilier. Donc, ça englobe plusieurs types de propriétés. OK. Puis, parle-moi un peu plus de ça. C'est quoi, le monde achète ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec l'immobilier? Il y a plusieurs options à faire avec l'immobilier. Il y en a, premièrement, le besoin de base d'un être humain, c'est de se loger. Donc, l'immobilier sert de maison. Mhm. L'immobilier peut aussi être une source d'investissement dans le sens où est-ce que des revenus peuvent être générés à partir d'une propriété. Et c'est là que lorsqu'on parle d'immobilier, il faut faire attention parce qu'il y a la valeur vénale et la valeur locative. Donc, la valeur vénale correspond au montant qu'un propriétaire pourrait tirer de son appartement ou de sa maison s'il a à le vendre. Et elle se distingue de la valeur locative qui, elle, représente la somme qu'un propriétaire tire grâce à la location de sa propriété. Autrement dit, la valeur vénale, c'est la somme d'achat, tandis que la valeur locative, pardon, c'est le loyer perçu par le propriétaire. Puis, comment est-ce que tu attribues cette valeur-là? Ça sort de où? Donc, en fait, il y a des évaluateurs agréés au Québec qui déposent tous les 3 ans des évaluations foncières. Donc, ça permet d'avoir un inventaire de toutes les propriétés qui se retrouvent sur le territoire avec leur valeur réelle en se basant sur plusieurs critères. Donc, la valeur réelle est déterminée en se basant sur le prix le plus probable que quelqu'un serait prêt à payer, lors d'un contrat de gré en gré. Elle s'applique sur une période d'évaluation de 3 ans. Et en fait, elle représente les conditions du marché étrangement 18 mois avant son entrée en vigueur. Donc, c'est en fait une spécification de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, Donc, techniquement, l'évaluation ou l'évaluateur qui va donner une valeur à une propriété, est-ce que c'est cette valeur-là qu'on va retrouver sur le marché ou ça va être une autre valeur? en fait, ça, c'est la valeur réelle de la propriété. Puis, en fait, elle fait intervenir plusieurs critères, des critères physiques, par exemple, ou des critères du marché. Donc, il y a plusieurs méthodes d'évaluation, donc 3 principales méthodes. Nous avons la méthode du coût, la méthode de comparaison et la méthode du revenu. Donc, la méthode de comparaison, en fait, ça consiste à évaluer la valeur d'une propriété selon la valeur des propriétés avoisinantes. Puis le but, c'est de vraiment réduire l'écart le plus possible au sein d'un même secteur. Ensuite, nous avons la méthode du coût, qui consiste à déterminer le coût de remplacement d'une propriété. Et finalement, la méthode du revenu, donc, qui est également utilisée. Donc, en fait, ça consiste à actualiser les revenus d'exploitation d'une propriété au taux global d'actualisation du marché, qui est couramment nommé TGA dans le marché de l'immobilier. Donc, ce dernier est déterminé par une collecte qui est faite auprès des locataires sur les revenus et dépenses des propriétés. Ok, mais genre dans le sens, quand on va arriver à mettre un chiffre sur ta maison, est-ce qu'il y a une méthode en particulier qui va être genre favorisée? Est-ce que c'est une combinaison de ces valeurs-là ou c'est à la discrétion de l'évaluateur?
Donc en fait, ce sont trois méthodes qui sont utilisées actuellement. Donc c'est selon l'évaluateur OK, agréé au c'est à sa Québec. discrétion. Et puis, est-ce que cet évaluateur-là, il est indépendant ou il est associé à une banque, associé à une firme? Il est indépendant ou il peut faire tout ce qu'il veut? Bon, Juste revenir sur la question que j'avais posée. Le prix que je vois sur Centris, c'est lequel? Est-ce que c'est lequel c'est quelle méthode qu'on utilise pour, donc, qui a été utilisée pour le prix que je vois sur Centris pour une propriété quelconque? En fait, si on prend la question en général, le prix d'une propriété dépend de plusieurs facteurs. Tu as le prix du marché, le secteur où se trouve la propriété, tu as la catégorie du bien, le prix d'une maison versus un appartement, du multilogement ou le commercial aura pas le même prix. Et ça reste, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc, lorsqu'une personne rentre sur le site Centris et regarde une maison qui l'intéresse, encore là, ça reste à la discrétion du courtier. Le courtier peut déposer la maison à un prix sous-évalué, ce qui permet à un plus grand nombre de demandes parce que les gens vont déposer leur offre. Ou bien, tu as d'autres cas où est-ce que des courtiers vont mettre un prix surévalué et regarder dépendamment la demande, la meilleure option pour le vendeur et l'acheteur. Encore une fois, ça reste une négociation entre le vendeur et l'acheteur. Moi, j'ai entendu qu'on parle d'enchères présentement. La valeur d'une propriété, techniquement, c'est la valeur qu'on est prête à lui donner. Donc, est-ce qu'on ne prendrait pas la valeur d'une propriété comme étant la valeur de vente? Par exemple, dans la valeur de comparaison qui est évaluée dans l'évaluation, euh, vu que présentement, disons, la situation, elle fait en sorte que les prix sont un peu plus chers que dans la normale, est-ce que ça va affecter ces valeurs-là ou bien on tient compte de la situation? Mais bien sûr, l'offre et la demande a un grand enjeu par rapport au prix de la propriété. De façon générale, on estime que pour une offre, on reçoit 7 à 8 demandes. Ça, on est dans un marché assez stable. Lorsque le nombre de demandes est inférieur à cette moyenne-là, c'est un marché d'acheteurs. Et de la situation actuelle où est-ce que le nombre de demandes est beaucoup plus grand que le nombre d'offres, on est dans un marché de vendeurs. Et donc là, le prix des maisons peut être surévalué parce qu'il y a beaucoup plus de demandes par rapport à l'offre sur le marché. Puis j'aimerais aussi ramener une distinction entre la valeur réelle d'une propriété et la valeur économique. Donc ce sont deux valeurs indépendantes. Donc la valeur économique est définie selon les revenus bruts nets générés par l'immeuble. Et c'est en fait une sorte de baromètre que les banques vont utiliser pour déterminer le financement donné aux acheteurs. Donc la valeur économique selon les revenus bruts s'obtient en multipliant les revenus bruts par un facteur multiplicatif. Donc ça peut aller jusqu'à 12 fois ou 13 fois. Et en fait, ce dernier doit de refléter les ventes comparables d'un même secteur. Et en fait, l'évaluation de la valeur économique est différente selon les logements. Donc, par exemple, si c'est un immeuble de 5 à 11 logements, la méthode d'évaluation ne sera pas la même que si ce dernier possède 12 logements ou plus. Parfait. Concernant la situation actuelle à Montréal, dans les nouvelles, on entend un peu une bulle. On dit que les prix ils sont à la hausse, mais à une hausse incroyable. On parle de manque de logement, on parle de manque d'habitation. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la situation actuelle à Montréal? En effet, on voit à Montréal depuis quelques années une petite surchauffe immobilière qui se transforme peu à peu à un Tu veux dire statut quoi par de bulle. surchauffe? Ça veut dire quoi surchauffe? On parle de surchauffe immobilière. Ça se qualifie lorsqu'une hausse importante du coût de la propriété dépasse largement l'augmentation des revenus de la population. Dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que l'offre est beaucoup plus basse que la demande. Il faut faire attention parce qu'une bulle immobilière, on la reconnaît lorsque le prix d'achat augmente très rapidement sans que le niveau de vie de la population augmente de façon croissante ou en suivant la même hausse. Donc, le prix d'immobilier sont alors déconnectés de l'économie réelle et on a un risque de surévaluation de la majorité des propriétés sur le marché. Donc, par rapport à la situation à Montréal, son statut risque de passer très bientôt dans une bulle immobilière, dans le sens où est-ce que il s'agit de marché de vendeurs. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et cette situation entraîne beaucoup de problématiques parce que les gens ne peuvent plus acheter de propriétés selon les revenus qu'ils font. Puis Donc, comment est-ce qu'on est rentré dans cette situation-là? Pourquoi est-ce que tout d'un coup,
Les prix, ils ont augmenté de beaucoup, beaucoup. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on passe dans une bulle, disons? Donc en fait, la situation de bulle immobilière, donc comme l'a expliqué Manal, elle est caractérisée par un nombre important de spéculations. Donc ce qui va se passer, c'est que les personnes vont acheter des propriétés à un prix bas, mais ensuite les vendre à des prix beaucoup plus chers. Donc elle advient, comme l'avait dit Manal, lorsqu'il y a une surévaluation des propriétés ou bien une prédiction d'augmentation des prix dans le futur. Donc dans ce type de situation, plus d'acheteurs vont être encouragés à posséder des propriétés. Donc en fait, c'est un peu la même situation qu'on observe dans le marché boursier, donc on parle de bulle. C'est juste que la distinction pour le marché de l'immobilier, ça va être que les conséquences vont être observées sur une plus longue durée. Donc, dans le cas de Montréal, ce n'est pas exactement ce qui est observé, on parle plutôt de surchauffe pour l'instant, mais comme Manal l'a dit, il y a des prédictions pour 2022 qu'une bulle va éclater. Et en fait, intéressamment, dans les années 80, cette bulle immobilière a été observée à Montréal. Donc, en fait, de plus en plus d'habitants essayaient de trouver un logement. Donc, ceci a créé une situation précaire sur le marché de l'immobilier. Et également, la récession à l'année 96. Donc, en fait, beaucoup de banques ont alors repris possession des propriétés à cette époque. Et en fait, le taux d'intérêt n'était vraiment pas favorable pour des acheteurs. Ok, mais là, tu parles de taux d'intérêt. Est-ce que ça joue euh, un rôle par rapport à ce qu'on vit en ce moment? Oui, évidemment. Donc, en fait, la hausse des taux d'intérêt peut amener une hausse dans les prix des propriétés et une baisse dans le nombre de transactions. Donc, c'est en général, lorsque cette situation arrive, une bulle va éclater. Aussi, Présentement, les taux d'intérêt sont aux alentours de 2,5%, 2,6%. C'est un taux d'intérêt qui est relativement bas. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça que les prix ou que la demande d'achat de maison, donc le monde qui veut l'acheter a augmenté, ou bien ça n'a pas vraiment rapport, puis c'est uniquement, disons, la pandémie qui serait la cause. Donc, c'est quoi la cause de tout ça, là? ben, par rapport à ta question de tout à l'heure de qu'est-ce qui causerait cette bulle, comme Cathy l'a mentionné, oui, il y a l'aspect de la spéculation, mais il y a aussi l'aspect d'une hausse soudaine de la population qui peut causer cette bulle-là. Donc, on sait Montréal accueille de plus en plus de gens. Donc, il y a une hausse de demande. Il y a aussi la méconnaissance du marché par plusieurs investisseurs. Donc, il y a de plus en plus de gens qui veulent rentrer dans le marché et investir. Le fait qu'il y a plus de gens qui veulent acheter, ça peut créer un débalancement du marché. Et puis finalement, il y a la fameuse règle de l'offre et la demande qui reste, euh, qui reste instable. Et par rapport aux taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont bas pour l'instant. Il faut faire attention pour un taux fixe sur 5 ans. Le taux d'intérêt tourne autour de 2 à 2,3 pour la majorité des banques et des assureurs privés. Pour le taux variable, on peut parler de 1,3, 1,4 en ce moment. Mais c'est sûr que ça reste une belle option pour les nouvelles personnes qui veulent rentrer parce qu'un taux d'intérêt bas, ça attire plus de gens. Mais par contre, les prix augmentent et donc la mise de fonds augmente également. Et là, ça revient à voir ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rentrer, même si le taux d'intérêt est bas. Comment est-ce que la pandémie, elle a affecté le marché immobilier? La pandémie a affecté le marché immobilier, je dirais principalement par le télétravail, dans le sens où est-ce que plusieurs entreprises ont été forcées à mettre des gens à travailler de la maison, ce qui fait que les gens ont reconsidéré leur confort et veulent par exemple, un bureau à la maison, ou bien un jardin, ou bien une piscine, ce qui les pousse à aller, de quitter Montréal parce que les prix augmentent et d'acheter tout simplement une plus grande maison pour leur confort. Donc en fait, cette situation est un peu précaire parce que vu que les gens se déplaçaient en banlieue parce qu'ils n'ont pas le besoin d'être à proximité de leur travail à cause de la pandémie, on a observé une augmentation des prix des propriétés dans les banlieues en fait. Puis cette augmentation est vraiment de courte durée parce que avec la reprise des flux migratoires, avec la reprise des activités progressives post-pandémie, donc, en fait, c'est une augmentation de prix qui est là juste pour une courte durée. Donc, ça montre à quel point ça peut influencer les prix des propriétés, justement, tous ces flux de personnes de la ville vers les banlieues. Lorsqu'on regarde le prix médian d'une maison dans la région montréalaise, celui-ci tourne autour du 500 000 $, ce qui est une hausse de 45% depuis 2019. Donc, on voit vraiment que la pandémie
a grandement impacté le secteur immobilier. On parle de 45 par rapport à 2019 ou un 45 annuel? 45% depuis 2019. Ah, ok, ce serait fou quand même, 45% annuel. Euh, Si on compare, est-ce que c'est juste Montréal qui est dans cette situation-là, ou bien, disons, Toronto, Vancouver suit la même tendance, puis je pourrais même aller voir, est-ce qu'aux États-Unis, on ressent ce même réchauffement-là, ou bien cette même bulle spéculative? Ben oui, heureusement, Montréal n'est pas la seule dans cette situation-là. Donc, si on Bah, regarde heureusement, pas vraiment heureusement heureusement, et mais pas, mais au moins on peut regarder ce que les voisins font pour ensuite s'inspirer ici dans la ville. Donc, le marché immobilier à Toronto, pour la fin de cette année 2021, était très fort. On a remarqué une hausse de 24,2% des prix de vente moyens des propriétés. Dans celle-ci, un prix moyen dans tout le Grand Toronto de 1,1 million de dollars, ce qui est très élevé. Il y a un peu plus de 6000 propriétés qui ont été vendues le dernier mois, selon la Chambre immobilière Toronto Regional Real Estate Board. Mais en revanche, les ventes ont été inférieures par rapport à décembre 2020. Donc, on voit que malgré la pandémie, il y a quand même eu un comeback sur le marché par rapport au nombre de ventes. Mais dans ce cas-ci, on a un nombre de ventes. Est-ce que la demande elle est restée la même ou on a changé les demandes aussi? La demande aussi reste plus élevée. Donc, similaire à Montréal, Toronto reste une ville assez accueillante et le nombre d'immigration est quand même élevé par année, ce qui implique que la population, il y a de plus en plus de gens qui partent dans la ville de Toronto, qui s'installent dans la ville de Toronto. Et similairement à Montréal, on voit que le nombre de propriétés n'évolue pas au même niveau que la population, ce qui crée ce débalancement, puis une surévaluation des propriétés. Et de façon similaire, si on va complètement à l'ouest du Canada pour la situation de Vancouver, les ventes des propriétés résidentielles dans le Grand Vancouver ont atteint un record l'an dernier pour un nombre de ventes de 42,2%, avec près de 30 000 transactions l'année précédente. Et similaire à Toronto, le prix moyen des ventes là-bas, c'est au-delà du 1 million de dollars, ce qui est très élevé par rapport aux revenus moyens par famille dans l'ensemble du Canada. Donc, en parlant de records, le Québec a également enregistré un nombre record de transactions réalisées en 2021. Donc, en fait, au Québec, les ventes enregistrées sont à une hausse de 11,1%. Le nombre de transferts de propriété, quant à lui, a augmenté de 10,5 à 13,6% en une année. Donc, Également. on parle ici de vente, de vente, de vente. Est-ce que les prix, ils ont augmenté aussi, comme ici, on vous a dit que c'est 45% les prix ils ont augmenté pour la région montréalaise. Est-ce qu'à Toronto aussi, ils ont subi une augmentation de ce type? À Vancouver aussi? Je pense que Manal avait touché là, c'est dans le fond, il y a une surévaluation, fait que le prix, c'est sûr qu'il va augmenter. Il y aura tout le temps de la vente de propriété. Il ne faut pas oublier que l'un des besoins de base de l'être humain, c'est de se loger. Donc, les ventes ne vont pas diminuer même si le prix augmente. C'est Ouais. juste que les gens vont s'endetter beaucoup plus qu'auparavant. Ouais, il serait Fait prêt que à... c'est un aspect à garder en tête. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez juste me dire c'est quoi qui est problématique dans la situation actuelle? Donc, lorsqu'on regarde de façon générale, lorsqu'on prend un pas à l'arrière puis qu'on regarde le secteur de l'immobilier, ce qui arrive, c'est que la demande est beaucoup plus élevée que l'offre. Et Mhm. donc, il y a une surévaluation des prix des propriétés sur le marché. Le problème avec ça, ce qui arrive, c'est que si le prix de ta propriété augmente, ta mise de fonds va augmenter également. Et donc, les gens n'ont plus les moyens d'acheter dans les villes populaires comme Montréal, Toronto, Vancouver. Donc, on a un flux migratoire, basically. Exactement. Puis un autre enjeu important qu'on pourrait aborder également à cause de la pandémie serait celui du marché locatif. Donc de plus en plus, on remarque que les gens se dirigent vers une location plutôt que être propriétaire. Donc en fait, il y a un écart important qui est observé entre les mensualités hypothécaires et les loyers. Être propriétaire coûte cher. À cela s'ajoutent des coûts de propriété qui augmentent plus vite que l'inflation. Donc, il s'agit en fait d'un enjeu que l'on observe spécifiquement à Montréal aujourd'hui. À quoi ressemble présentement le prix d'une maison, disons 4,5 ou 5,5 pour une famille comparé à leur revenu mensuel? Je suppose que si les prix des maisons ils ont augmenté de beaucoup, sûrement les prix des loyers, vu que la demande elle a augmenté par le fait même, a augmenté aussi. À quoi ressemblerait
euh, un petit ratio. Est-ce que avoir un logement à Montréal, c'est rendu comme un rêve ou c'est encore très possible? Je dirais que c'est encore possible d'avoir un logement à Montréal. Il faut juste bien chercher. Même si le marché en ce moment est un marché de vendeurs, il y a des opportunités partout. C'est comme à Mhm. la bourse. Il faut faire attention, il faut faire des recherches sur le marché, il faut rester actif. C'est pas parce que les prix des propriétés ont augmenté que ça veut dire qu'il n'y a plus d'opportunités. Et un message important à retenir de ce podcast, ça serait ça. C'est que c'est encore possible d'acheter sa première maison et c'est encore possible d'investir dans ce marché, même si le prix est élevé. En fait, il y a un article qui est sorti récemment. Donc, ça dit que pour avoir une propriété à Montréal, les membres d'un couple devront gagner chacun 106 321 par année pour acheter une maison dans l'île de Montréal avec une mise de fonds de 20%. Ailleurs au Québec, c'est beaucoup plus abordable. Par exemple, à Saguenay, on parle de 27 328. Donc, certes, il existe cette disparité de prix entre Montréal et les propriétés plus en région. Puis j'imagine, tu sais, avec un salaire de 106 000, tu sais, un salaire joint ou familial, c'est pas nécessairement la même taille que la maison qui serait plus éloignée. Surtout, on regarde des régions comme l'Outremont, on va même pas toucher à Westmount, rendu là. Ce genre de prix-là, ça se touche même pas pour un 106 000. Mais même Antique-Cartierville, tu sais, on a des taux qui sont quand même élevés. J'ai pas les chiffres devant moi, là, mais peut-être qu'on pourra peut-être les sortir plus tard dans la situation. Puis pour revenir sur ce que Khalil disait, en fait, tu parlais d'une certaine proportion par rapport aux revenus. Mhm. Donc en fait, l'idéal serait que cette proportion tourne autour du tiers, donc en fait du revenu net d'une personne en ce qui concerne les dépenses pour le logement. Puis est-ce qu'on a un peu une démographie des personnes qui achètent? Est-ce que c'est plus des personnes un peu plus âgées dans la quarantaine, cinquantaine, ou bien les jeunes de 25 ans, 25, 30 ans? Est-ce que ces derniers, on voit une tendance qui vise plus pour une maison, un condo, bien euh, qui peuvent pas se permettre d'acheter quelque chose, d'être propriétaires, puis ils vont s'adonner avec quelque chose, avec un logement locatif? J'imagine que c'est difficile de mettre un chiffre sur l'âge moyen de l'acheteur, là aussi. C'est quand même. Je sais pas s'il y a une statistique là-dessus, là, mais. Ouais. Non, mais je dis ça, c'est juste parce que j'avais lu un article qui disait, qui parlait de la génération des 25-30 ans qui sont condamnés à être locataires toute leur vie de par non seulement les augmentations incroyables des prix des propriétés, mais aussi euh, un peu la proportion de ces prix-là avec les revenus présentement. Après, il faut se poser les bonnes questions. Oui, on parle d'achat de propriété depuis le début, mais est-ce que ça se posait, est-ce que c'est mieux d'acheter ou bien de louer? Et là, c'est à faire ces analyses selon les besoins de chaque personne. Les jeunes aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent travailler à l'international. Donc, est-ce que c'est encore avantageux d'acheter si la personne compte quitter le pays d'ici quelques années? Puis j'imagine que c'est de l'investissement étranger, là. Comme dans Exactement, le cas de aussi. Vancouver, où est-ce qu'il y a quelques années, on avait une vague d'investisseurs de l'Asie, euh, où est-ce qu'il y avait plus de disponibilité de la maison, là. Mais ça, c'est. Je sais pas si ce serait pertinent d'en parler, là. Juste revenir sur la croissance des banlieues. Ça fait quelques années, je pense, il y a le train là, REM, je pense que ça s'appelle, qui se construit à Montréal, qui va partir du West Island, qui va aller jusqu'à Mm. Deux-Montagnes. Est-ce que ça va avoir un impact? C'est sûr que ça a un impact sur cette croissance-là, mais à quel point, puis comment? C'est sûr que le RM aura un grand impact sur le secteur immobilier dans le sens où est-ce que le transport sera plus un enjeu. Il y a beaucoup de gens qui s'installent dans l'île de Montréal pour rester proches Mhm. de la compagnie dans laquelle ils travaillent ou pour l'université, l'école, pour plusieurs raisons. Le fait d'avoir cette nouvelle ligne de transport-là enlève un problème qui est celui du transport parce que les gens vont pouvoir s'installer un peu plus loin pour avoir un meilleur confort et se déplacer en même temps dans des temps raisonnables à leur emploi. Mais d'un autre côté, ça amène un autre point qui est le trafic, dans le sens où est-ce que si les gens partent tous en banlieue, mais qui décident quand même de garder leurs autos pour se déplacer au travail Mhm. vers la ville de Montréal, alors là, le trafic deviendra
Du coup, n'importe quoi. Ben, Ah, mais en parlant de transport comme ça m'a juste rappelé un article que j'avais lu en fait récemment. Donc, c'était une courtière immobilière, Charlize Amoussou. Elle avait réalisé en fait un plan du métro de Montréal avec les prix moyens selon la station. Donc, je trouve que c'est intéressant à mentionner. Donc, comme Hassan l'avait mentionné, Outremont est parmi les places les plus chères en ce moment. Donc, avec un prix médian de logement de 637 000. Euh, et il est également le cas pour Édouard Montpetit, donc à 824 000 pour un prix moyen. Donc, je trouve que quand même les transports sont un point focal dans la détermination du prix justement d'une propriété. est-ce que présentement on a les capacités pour pouvoir. Parce que là on dit on va agrandir les banlieues et tout. Dernièrement, les dernières statistiques que j'ai, le Canada il présente 424 logements par 1000 habitants. C'est le taux le plus bas du G7. On dit on va agrandir les banlieues. Est-ce qu'on a la capacité vraiment réelle présentement pour agrandir ces banlieues-là, puis construire un peu plus, pour accueillir les familles? Mais là, c'est une bonne question que tu poses parce que c'est exactement la situation qu'on voit à Montréal. En ce moment, on s'approche d'une bulle immobilière dans le sens où est-ce que on n'arrive pas à loger les gens n'arrivent pas à acheter en même temps que le niveau de population qui augmente. Donc, Mhm. Montréal, depuis quelques années, devient une ville de plus en plus intéressante pour les gens à l'international, dans le sens où est-ce que la qualité de vie est bien, le niveau de vie est bien, il y a plusieurs startups, les entreprises ici sont reconnues à l'international, les universités sont bonnes et belles, donc c'est une belle vie étudiante qu'on a. Donc il y a plus en plus d'émigrés qui viennent s'installer à Montréal. Et au niveau de la construction, malheureusement, ça ne suit pas la même tendance. Ça peut être, oui, il faudrait construire plus, mais il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu une mauvaise évaluation sur le nombre d'habitants qui va venir pour les prochaines années? Vous voyez ce que je veux dire? Puis j'imagine la disponibilité des terres pour construire. Sinon, rendu là, à Montréal, il faut détruire des maisons carrément. Ben, pas juste la disponibilité des terres, il y a aussi le fait que, ben, c'est plus une question pour vous. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, il a un mot à dire dans cette situation? On sait que, par exemple, pour les logements sociaux puis communautaires, le gouvernement construit à peine 1000 logements par année, au Québec, je parle. Puis si c'est nettement insuffisant comparé à toute la demande, est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelque chose à faire dans cette situation-là? Ou bien c'est uniquement délaissé au privé pour pallier à cette problématique. Mais c'est quand même fou. Tu parles 1000 habitants, ben 1000 habitations, Mhm. puis tu parles, on va dire en moyenne 5 6 c'est comme 5000, mais genre, comme tu as dit, c'est juste l'immigration tout seul, ça dépasse largement cette quantité-là. Exactement. Donc, c'est Puis, ça que tu dis, ouais, t'aimerais bien que le gouvernement construise Mais il n'y a pas plus, de terre. mais où est-ce qu'il va construire? Et aussi, Mais il faut que tu t'éloignes là, Rosemère ou et en fait, il y a un enjeu important avec la pandémie, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on manque justement de ressources pour réaliser ces constructions. Mhm. ouais. Ben, par rapport à ça, dernièrement, le gouvernement il a mis dans son nouveau budget des bourses d'études concernant certains domaines de la construction, certains domaines du génie. Pas toutes, mais certains. Euh, mais par rapport à tout ça, ce serait quoi les conséquences sur la population réellement? Ben, c'est sûr que pour un premier acheteur, si tu veux acheter, ça va être difficile. On dit souvent que les gens qui ont acheté avant 2017, on les considère un peu chanceux dans le sens où est-ce que avant 2017, le marché était quand même stable et puis depuis 2018, le Juste marché si continue je à peux t'arrêter monter. par rapport à Oui. ça. On a, la pandémie a commencé quoi, fin 2019, début 2020. ouais. Là, on parle de 2017. Pourquoi est-ce que après 2017, ça a augmenté? Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec la pandémie. La pandémie a influencé le secteur, bien entendu. C'est juste que depuis 2018, un peu comme j'ai mentionné tout à l'heure, Montréal devient une ville intéressante. OK. Donc, il y a de plus en plus de projets, il y a des gens qui viennent s'installer, c'est une belle vie étudiante qu'on a, on a des très belles universités, puis on en a beaucoup à Montréal, fait qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent Puis s'installer. la pandémie, c'est comme un catalyseur à cette situation-là. Ça fait juste Exactement, fait que empirer. ça va OK. juste booster OK. la surévaluation des prix par rapport à l'offre et la demande. Mhm. Puis j'imagine à cause du télétravail, tu veux un certain niveau de confort, non? Exactement. Donc ça aussi, ça incite les gens à revoir leurs besoins. Et dans la plupart des cas, ben, il y en a plusieurs qui se sont dit, ben, moi je veux un bureau à la maison, moi je veux une piscine, j'ai besoin de plus d'espace. Avant, quand tu avais ton mari qui travaille, ou bien l'homme travaille, la femme travaille, les enfants sont à la garderie, ben, il n'y a personne dans la maison. Mais ensuite, quand vous êtes 24 heures sur 24 à la maison,
quand c'est un petit 3,5 à Saint-Michel, c'est sûr que ça devient difficile. Ouais, j'imagine, là. Surtout une piscine en hiver. C'est difficile. Mais, ouais. Juste, si je peux, j'avais lu qu'en Suède, il y avait des programmes, ou aux Pays-Bas, je pense, il y avait des programmes d'aide pour acheter des maisons. Dans le fond, c'est la population entre elles. Quelqu'un qui est un peu plus fortuné va, disons, comme investir à la place d'investir dans la bourse, va investir dans la maison de quelqu'un d'autre pour l'aider à acheter. Est-ce que vous pensez un tel programme pourrait fonctionner ici au Québec? Genre un programme d'incitation. Ouais, genre, disons, moi, je vais acheter une maison, mais j'ai pas assez d'argent cash, comme par exemple dans le down payment, pour mettre un down Mhm. payment pour acheter une maison. Puis OK. toi, t'es beaucoup plus riche que moi, t'as de l'argent à investir, ben, tu Ouais. vas me donner disons, 40, 50 000 dollars. Je vais le mettre OK. dans mon logement, si c'est ça. Puis après, toi, t'as un pourcentage de ma maison. Bah, OK. en fait, ça revient vraiment à l'objectif de l'acheteur. Est-ce que l'acheteur veut acheter la propriété pour justement la posséder? Parce que là, en même temps, c'est pas très avantageux si tu ne possèdes pas 100% de ta propriété. Donc, je trouve que il y a un petit enjeu à ce niveau-là. Puis il faut s'imaginer aussi, OK, t'as un pourcentage qui est donné, mais d'où vient cet argent-là? À la fin, ça revient au Ouais, contributeur, ouais, au exact, contribuable. exact. À la fin, il a un pourcentage de ta maison, mais c'est uniquement en tant qu'investissement. S'il veut la vendre, ben ça va être, si toi tu veux l'acheter après, par exemple, tu lui redonnes au prix que ta maison elle est rendue à ce niveau, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui va acheter exactement euh, comme une action que tu achètes. Puis même relativement à ça, dans les NFT, j'avais vu qu'il y avait du monde qui vendait une partie de leur maison en ligne pour pouvoir financer ben, toutes ces nouvelles méthodes. Ouais. Est-ce que vous pensez que... Comment est-ce que vous pensez que la situation va évoluer dans le futur? Mais c'est Mais quand... c'est, Ouais, vas-y, j'ai excuse-moi. envie de dire, c'est sûr que ça va aider. Les prix des maisons sont élevés, la majorité des gens ont pas la mise de fonds. Au lieu de prendre un prêt hypothécaire, ça, c'est si on te le donne, même si les intérêts sont bas. Avoir cette aide-là va aider. Mais est-ce que ça va régler le problème à travers le Québec, ou je pourrais même dire le Canada entier? Non, faut être réaliste. C'est pas tout le monde qui va venir Mhm. et te donner une mise de fonds avec des faibles taux d'intérêt. Puis je pense qu'avant de passer par des solutions comme ça, où il y a un compromis au niveau du pourcentage de propriété, il pourrait y avoir d'autres initiatives par le gouvernement, justement. Donc, par exemple, une certaine aide pour une mise de fonds pour les nouveaux acheteurs. Puis je pense que, Manal, tu avais mentionné la semaine passée une initiative par les libéraux qui voulaient Ah installer oui. une certaine politique. Ben là, on sait qu'il y a les élections qui viennent bientôt, puis chacun des partis a mentionné ben, leur point de vue par rapport au secteur immobilier. Et lorsqu'on regarde, par exemple, ce que les libéraux proposent, ben, ils veulent bien instaurer un compte CELI, non imposable pour les bénéfices, pour les premiers acheteurs de maisons, pour inciter les gens à acheter. Non, mais excuse-moi, juste pour C'est t'interrompre, c'est quoi un compte CELI? un compte épargne Logement. libre impôt. Ouais, libre d'impôt. Libre d'impôt. Libre OK, impôt, merci, ouais. ouais. Donc, bah, c'est un compte qui permettrait aux gens d'avoir un taux composé, ce qui est avantageux à long terme. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont économiser leur mise de fonds pendant 15 à 20 ans? Lorsqu'on regarde la situation plus générale, c'est pas réaliste. Tu vas pas t'ouvrir un compte, même si le taux composé est intéressant, pendant 15 ans ou 20 ans, alors que toi, tu as besoin peut-être d'une maison maintenant. Donc, le truc, c'est que les prix des maisons augmentent, la mise de fonds augmente, mais le temps pour se loger, ben, les gens ils veulent se loger maintenant, pas dans 20 ans. Puis une autre solution aussi, ben, en fait, en général, les locaux, j'ai envie de dire, ben, ont de la difficulté à acheter parce qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers, comme l'a mentionné Hassan. Puis encore en lien avec la politique, en fait, le parti NPP voulait instaurer une taxe de 20% sur les ventes de propriétés à des acheteurs étrangers non résidents au Canada. Donc ça représente aussi une initiative intéressante que le gouvernement pourrait amener, donc autre que l'exemple que tu as donné pour la Suède. Ben, je dirais que c'est intéressant en termes politiques, parce que ça pourra amener plus de votes, mais est-ce qu'en soi, imposer une taxe sur les ventes des propriétés aux acheteurs étrangers va vraiment changer le marché immobilier et aider le peuple? Je pense pas. Mais tu sais, on pourrait faire l'analyse, tu sais, le NPD, c'est leur point fort, c'est le Ouest canadien près de British Columbia, c'est la Colombie-Britannique. Mhm. Mais c'est pas nécessairement la situation qu'on se trouve au Québec, comme on avait mentionné avant, où est-ce que on a... C'est sûr qu'il y a toujours des acheteurs étrangers qui résident pas, mais c'est pas aussi flagrant qu'il y a quelques années, par exemple, c'est
à Vancouver. Ouais, je comprends. Tu peux imposer une taxe, ou même si on regarde les conservateurs, eux, ils veulent interdire l'achat d'un bien immobilier pour 2 ans à tous les acheteurs non résidents au Canada, ce qui fait que ça fait moins de gens, moins d'étrangers qui achètent les propriétés, mais ça règle pas le prix que les propriétés sont beaucoup plus élevées, la mise de fonds est plus élevée, et par rapport aux revenus moyens des gens à travers le Canada, les tendances ne se suivent pas, les gens ne peuvent tout simplement pas acheter. Mais tu sais, en même temps, aussi 2 ans sur une échelle immobilier, tu sais, en termes de temps immobilier, c'est pas tant que C'est pas ça. tant que ça, exact. On pourrait juste recommencer à zéro à partir de 2 ans, puis on revient au même problème, non? Je suis d'accord. Par rapport aux hausses des prix, on parle depuis tantôt, les prix ont augmenté, les prix ont augmenté. Mais les prix de tout a augmenté. L'inflation est à 6% cette année. En quoi est-ce que l'immobilier va se démarquer de tous les autres biens? Les autos, il y a une pénurie, le prix des automobiles, ils ont augmenté aussi. La nourriture, le gaz, il y a 1,60 $. Ça n'irait pas avec la norme, présentement, les prix des maisons. Oui, c'est sûr que l'inflation est venue jouer un impact, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont venus. On a parlé du RM tout à l'heure. C'est sûr que ça va influencer la majorité du Grand Montréal. On parle de l'offre et la demande, donc il y a beaucoup plus de demandes en ce moment pour les maisons que d'offres sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de construction. Donc l'ensemble de ces facteurs-là, l'immigration aussi, il y en a de plus en plus, la population augmente. Donc l'ensemble de ces facteurs viennent influencer le secteur au complet. Donc oui, l'inflation va jouer un jeu, mais je dirais pas c'est la cause principale de cette surévaluation du marché. Puis par rapport aux investisseurs, ben, les personnes qui ont des bâtiments à logement, 5, 6 portes, 10 portes, peu importe, je sais que légalement, ils peuvent augmenter les prix de leur loyer par un certain pourcentage, que je pense qui est nettement inférieur à l'inflation. Est-ce que vous pensez que ce pourcentage-là légal devrait être variable en fonction de l'inflation de chaque année pour pouvoir juste un peu aider les propriétaires? Je pense pas, ce pourcentage-là est très bien régulé par l'autorité. Donc, je pense qu'il devrait rester le même pour éviter qu'un locataire qui paye le même montant à chaque année voit une augmentation de 500 ou 600 dollars, ça serait ridicule. Donc, le fait que Oui, ça mais, soit mais, aussi mais bien pense, régulé, pense, c'est pense, bon. pense au propriétaire lui-même, que lui, tout pour lui augmente de 6%, mais il charge uniquement 2%. C'est pour ça que présentement à Montréal, on peut retrouver des logements à 500, 600, 700 dollars d'une valeur qui peut être double si c'est une nouvelle location. Je comprends, mais le propriétaire, il va juste acheter sa nourriture ou son gaz moins cher, mais son bien immobilier est en train d'augmenter de valeur, donc c'est bien pour lui. Il n'a pas besoin de charger de plus ses locataires. Je suis pas sûre de comprendre ton point. Non, mais ce que je veux dire, c'est juste que, disons, le coût de tout augmente de 6%. Si on Oui. dit l'augmentation des loyers, il s'arrête, le maximum, c'est 2,5% légalement. Mhm. Euh, dans ce cas-là, t'as un propriétaire qui va payer plus pour moins. Il va payer plus pourquoi? C'est ses locataires qui payent son hypothèque. Mais je comprends ton point, mais aussi le fait d'augmenter les taux, ben, il risque juste de perdre son locataire parce que c'est pas tout le monde qui sera prêt Exact. justement à payer Ouais, les gens vont se cette déplacer. nouvelle Mhm. augmentation. Puis justement, ils vont juste se déplacer dans d'autres logements où le loyer est moins cher. Ben, ça, c'est plus ou moins vrai. Parce que si moi, j'habite présentement dans une maison à 800 dollars, si je vais aller voir ailleurs, impossible, le 800 dollars. C'est vraiment, vraiment cher, un logement à Montréal présentement. Euh, Ouais, je comprends, mais c'est juste si le locataire, par exemple, n'a pas les moyens, il pourra peut-être rechercher des options de colocation à la place. on a parlé, on veut parler, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus des acheteurs expérimentés qu'on appelle. Ouais. Euh, c'est quoi un acheteur expérimenté? C'est Donc, sûr que tu trouves sur TikTok ou. Donc, en fait, les acheteurs expérimentés, c'est des acheteurs qui ont pu s'appuyer sur une hausse de la valeur de leur résidence pour obtenir des propriétés à tout prix. Donc, dans un contexte de pénurie d'offres de propriétés, ceci renforce une dynamique d'anticipation de la hausse des prix. Donc, cette situation, en fait, correspond obviously à des comportements spéculatifs qui sont de plus en plus présents. En fait, c'est quoi la spéculation? C'est quand on achète une propriété à un bas prix et qu'on la vend à un prix beaucoup plus élevé.
Donc, ça revient pour le conventionnel, surévaluation, Exact. on revend. Bon. Mais est-ce que, si on parle des gens, des acheteurs expérimentés, tu as mentionné rapidement au début, Manal, qu'on avait aussi des acheteurs qui étaient mal informés. Euh, à- c'est difficile de dire quantitativement, là. Tu sais, j'ai fait un peu la blague de TikTok et tout, mais c'est quand même pas nécessairement inquiétant. Mais on voit une certaine propagation d'informations et il y en a beaucoup d'entre elles qui sont fausses. Mhm. Et ça incite des gens à faire des mauvaises décisions. Ouais. Peut-être qu'ils peuvent le regretter. Tu sais, s'embarquer dans une hypothèque pour acheter une maison, c'est pas une décision qu'on fait du jour au lendemain, là. Je Mhm. pense que la banque va pas te laisser le faire du jour au lendemain. Mais est-ce qu'il y aurait des façons ou est-ce qu'il y aurait des places où on trouverait de l'information par rapport à ça qui pourrait aider à la prise de décision? Je Par, dirais le premier outil, on a tous accès à Internet aujourd'hui. Que les gens aillent faire leurs recherches et qu'ils comprennent bien le marché. Ce qui est arrivé aussi, je pense, en début de pandémie, c'est que comme les banques ont tous diminué leur taux d'intérêt, c'était du 1,9, c'était jamais vu depuis des années au Québec. Les gens se sont dit, OK, let's go, on va acheter, le taux d'intérêt est bas et tout. Mais c'est pas parce que le taux d'intérêt est bas que ça veut dire on va acheter. Et aussi, par rapport à ce point-là, les taux d'intérêt est bas, mais il faut quand même que que la personne se qualifie à un taux, je me souviens, de genre 5 points quelque chose, pour avoir la capacité d'emprunt, donc ton prêt hypothécaire. Donc, même s'il est bas, il faut quand même que faut quand même que la banque te donne ton prêt, puis que tu sois qualifié à genre 5. Je pense que c'est 5,25%. j'ai aucune idée là, mais Oui, si je me Non, rappelle bien, 5,25 ou 5,90, un des deux. c'est 5,25% si je me rappelle bien. ok. Si on a la même discussion l'année prochaine, est-ce que la situation va être la même? C'est quoi les prévisions pour le futur proche? Donc, en fait, je vais me baser vraiment sur le taux d'intérêt pour te donner une réponse. Donc, la Banque du Canada a annoncé, plus tôt que prévu, une hausse de ce taux en 2022. Donc, en fait, ça a été fait pour justement contrer les fortes pressions inflationnistes qui ont été créées, donc notamment par la reprise des activités post-pandémie, donc la croissance économique, la consommation, etc. Et en fait, ceci va venir augmenter les taux hypothécaires fixés. Et c'est notamment observable pour les taux à 5 ans. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est encore cette tendance que l'on va observer en 2022. Donc, C'est sûr, ben, si j'ai ajouté, selon moi, le marché risque de quand même rester surélevé. Le gouvernement ne va pas faire construire plus de maisons que ce qui est en train de rentrer dans la population. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Des maisons, ça pousse pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, c'est des contrats, c'est sur plusieurs années. Donc, on voit l'exemple de Griffintown avec toutes les tours qui sont en train de monter partout, mais ça, la majorité, c'est de la location. Donc, si les gens veulent pas louer, ben, c'est pas une option pour eux. Donc, de mon point de vue, de mon opinion, je pense que le marché risque de rester surélevé d'ici plusieurs mois. puis on s'imagine, tu sais, la construction, est-ce que c'est approprié aux besoins de la population? Exact. Tu sais, on a les variances culturelles ou c'est juste disponibilité de la terre ou juste. T'as plusieurs variables. Je pense pas que c'est très difficile, comme tu as dit, euh, d'avoir une solution exacte par rapport à la situation qu'on a, là. Juste pour un peu wrap up le tout, est-ce que vous aurez des ressources? Je sais qu'on a parlé d'Internet. Est-ce qu'il y a des ressources pour enligner si moi j'aimerais ça acheter une maison? euh, Donc en fait, c'est un conseil que Manal m'avait donné lors d'une discussion qu'on a eue la semaine passée. Donc je lui disais que moi, j'aimerais ça avoir une propriété. Je trouve que c'est important d'avoir un bien qui nous appartient à 100%. Donc là, elle m'a dit, honnêtement, le meilleur truc que tu peux faire, c'est appeler ta banque et faire une soumission pour voir en termes de tes revenus et tes gains, à combien tu peux acheter, à combien tu peux emprunter. Donc je pense que ça serait vraiment la première ressource, aller voir la banque et faire une La première soumission. étape, ben, je dirais la première étape, ça sert à rien que tu commences à regarder dans ton marché et puis regarder à travers son tri si tu sais même pas combien la banque va t'offrir, à moins que tu as genre un 400 000, 500 000 catch down. Mais c'est ça, la première étape, c'est d'abord aller faire vos soumissions à la banque, regarder combien la banque est prête à vous donner, puis à partir de cette somme-là, du montant qu'ils vont vous prêter, commencer à faire vos recherches.
Il y a plusieurs sites. Le principal, je pense, au Québec, c'est l'organisme d'auto-réglementation du courtage immobilier, l'AOCIQ. Et l'Association professionnelle des courtiers immobiliers. Ils déposent énormément de statistiques, plusieurs articles, leurs prévisions pour les prochaines années, ce qui se passe à chaque mois, les ventes, les achats, les prix moyens selon les secteurs. Donc, pour s'informer, je trouve que c'est assez pertinent. Puis sinon, ben, regardez autour de vous les contacts. Si vous connaissez quelqu'un qui vend et qui peut vous le vendre à vous à une bonne offre, vous passez genre en dessous vous passez en premier par rapport aux autres qui font les offres. Donc ça, c'est bien. Avoir un bon dossier lorsque vous faites l'offre, venez préparer. Parce que comme on sait, c'est un marché de vendeurs en ce moment. Donc si vous êtes 30 à déposer une offre pour une maison, vous êtes mieux d'avoir un dossier complet par rapport aux 29 autres. Fait que ça serait les Exact. conseils principaux que j'aurais à donner. Puis Manal, si je me rappelle bien, tu m'avais mentionné une association, il me semble que ça s'appelait la PMM. Ah oui, PMML. Oui, Ouais, je les aime bien. Ils font des bonnes fiches ex- techniques. exact. Puis en fait, bah, selon le but justement de l'achat de la propriété, tu m'avais montré une petite section où il montrait les revenus Ah oui, ça c'est pour les engendrés. multi-logements. Exact. Donc si les multilogements vous intéressent, vous pouvez juste aller consulter la fiche, puis ça vous donne les On revenus leur donne de la pub générés. gratuite. Ouais, rendu là, on fait toutes les informations, là. Mais question vraiment, vraiment de base. On t'a mentionné qu'il fallait voir la banque avant tout. Mais Ouais. avant d'aller voir la banque, est-ce que euh, le score de crédit, ça joue un rôle? Ben, c'est ça, c'est avec la banque aussi que tu Ah, vas le faire. Fait ok, la tu sais, banque, va ouais. voir la banque, regarde ton score de crédit. Ben, eux, ils vont faire une analyse par rapport à ton dossier. Est-ce que tu travailles? C'est quoi tes revenus, tes occupations? Est-ce que tu as Ok. C'est quoi ta cote de crédit? Est-ce que tu as déjà des prêts avec eux, etc. Puis par rapport à toi en tant que personne, puis tes revenus ici, ben, ils vont te faire un prêt. Puis c'est ça que ça rentre, c'est ça qui est important, c'est que oui, on parle de taux d'intérêt bas, mais pour avoir ce prêt, tu dois être capable d'être assuré à genre 5, quelques pourcents qu'on disait tout à l'heure. 5,25, ouais. Ouais. Exact. Donc c'est ça je dirais c'est ça la première étape. Hmm. Parfait, parfait, parfait. Ben, merci beaucoup pour cette belle discussion. Je sais que moi, personnellement, j'en ai appris beaucoup. J'espère que le monde qui nous écoute présentement, ils ont appris beaucoup, ils ont eu quelques petits conseils. Ils savent un peu plus c'est quoi l'immobilier, puis ils connaissent un peu plus la situation actuelle qui se passe à Montréal, mais aussi à l'international. Donc, je voudrais remercier Catherine Pimanal pour ce beau podcast. Je voudrais remercier aussi mon co-host Hassan. Ah, ça fait plaisir. Puis aussi, un grand merci à tous nos écouteurs pour nous suivre depuis le début. Bientôt, je pense, il y a le 4e épisode qui va sortir sur un sujet fort, fort intéressant. Je vais vous laisser la surprise. Wow. Merci tout le monde. Merci.